Pourquoi tant d'hommes quittent les femmes brésiliennes pour des femmes russes? Avez-vous déjà remarqué le nombre d'hommes laids en Europe de l'Est? Main dans la main avec une femme qui semble tout droit sortie d'un Disney? Superbe chevelure, taille de guêpe, talons hauts, et le mec? Châssis déformé, sourire de travers et cette tête de vendeur de cartes SIM sur la plage, vous savez, le fameux look de la mairie. Il est là, bien campé, avec une Russe parfaite à ses côtés. Et là vient la question qui nous taraude. Comment? Est-ce l'argent? Est-ce l'amour? Ou est-ce que Poutine recrute des soldats? Parce que pendant qu'ici au Brésil, un gars se fait rejeter même pour un bonjour à l'étranger, le même homme devient le prince charmant. Aujourd'hui, vous saurez ce que les Russes pensent des Brésiliens et Latinos. Et pourquoi tant d'hommes ordinaires séduisent des femmes de cinéma à l'autre bout du monde? Alors, la nouvelle génération au Brésil. Saviez-vous que presque la moitié des jeunes femmes à Rio de Janeiro ne veulent plus de relations traditionnelles? Eh bien, c'est ça. Une enquête récente menée par la plateforme Meu Patrocínio, en collaboration avec l'Institut Qualibest, a révélé une donnée que beaucoup de gens ne sont pas prêts à entendre. 44% des jeunes femmes de Rio de Janeiro, âgées de 18 à 29 ans, manifestent un intérêt pour l'hypergamie. Autrement dit, elles veulent une relation avec quelqu'un qui paie tout. Et ce n'est pas tout. 30% de ces jeunes femmes ont déclaré préférer des relations sans aucun engagement émotionnel, sans aucun lien affectif, sans amour et sans profondeur aucune. Juste cohabitation, avantages et liberté. Maintenant, calculez. Si 44% recherchent de l'argent et 30% ne veulent aucun lien, il ne reste alors que 26% qui sont intéressés par une véritable relation de partenariat, de construction commune, basée sur l'affection et l'échange mutuel. Autrement dit, un quart d'entre elles. 3 jeunes femmes sur 4 à Rio de Janeiro ne veulent plus des relations classiques. Et là, vient la question que personne ne veut poser. Est-ce une évolution ou un effondrement? Alors qu'on parle de liberté, de choix, d'émancipation qui sont valables, oui, nous sommes aussi face à une génération qui ne voit plus de valeur dans l'affection, l'engagement et l'effort mutuel. Maintenant, une relation, c'est donnant-donnant. Tu me donnes un statut, de l'argent et la sécurité. Et moi, je te donne quoi? Ma présence? Un selfie au dîner? Ça semble exagéré? Regardez les chiffres. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est une enquête de milliers de Brésiliennes de la génération Z. Si c'est ça la nouvelle réalité, qui va vouloir se donner? Qui va accepter de s'engager? Et en plus, qui va supporter de tout financer sans rien recevoir en échange? Deuxièmement, le profil des femmes russes. Alors qu'ici, au Brésil, beaucoup d'hommes se sentent découragés, démotivés, comme s'ils devaient tout offrir sans rien recevoir en retour, dans d'autres parties du monde, il y a des femmes prêtes à construire, et c'est là que les Russes entrent en scène. Avez-vous remarqué comment hommes brésiliens, américains et européens parlent des femmes russes, les yeux brillants? Ce n'est pas seulement pour l'apparence ni pour le côté exotique, c'est pour l'attitude. Les femmes russes, surtout celles vivant dans des villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan, ont toujours une qualité que de nombreuses femmes ici ont perdue. Une féminité fièrement assumée. Oui, elles prennent soin d'elles, s'habillent bien. Elles aiment paraître féminines. Mais surtout, elles comprennent que le respect est une voie à double sens. Elles ne testent pas l'homme avec des jeux psychologiques. Elles ne veulent pas tout sans rien donner. Elles sont peut-être plus froides au début, comme on dit, mais quand elles s'impliquent, elles se donnent vraiment. Savez-vous ce qui attire tant d'hommes chez les femmes russes? La réponse tient peut-être en 5 points très clairs qui sortent des clichés. D'abord, elles valorisent le rôle féminin classique. Ce n'est pas une imposition, c'est culturel. Nombreuses femmes russes ont appris que prendre soin de leur foyer, être soignées et valoriser leur partenaire fait partie de la féminité, et elles en sont fières. Pour beaucoup de femmes brésiliennes, cela peut paraître démodé, mais là-bas, c'est le contraire. Bien cuisiner, soigner son apparence, maintenir la famille unie sont des signes de respect, de soin et de force féminine. Deuxième point,
elles attendent un homme à l'ancienne. Pas de « Oh mon amour, choisis toi-même le restaurant » ou du type qui vient en tongs au rendez-vous. Elles aiment l'initiative. Un homme protecteur qui prend l'initiative, qui paie le dîner sans faire la grimace et qui montre sa valeur, pas seulement en parole. Un homme peu sûr de lui, indécis, mou. En Russie, c'est perçu comme de la faiblesse. Troisièmement, la beauté fait partie intégrante de leur culture. Au marché, en talons hauts. À la fac, avec du maquillage. Au travail, cheveux coiffés et une posture impeccable. Ce n'est pas de la futilité, mais une attente culturelle. Pour les femmes russes, prendre soin de soi fait partie de l'identité féminine. Quatrième point, mais ne confondez pas tout cela avec de la soumission, car derrière cette apparence classique, il y a une femme diplômée avec une carrière, de l'ambition et de l'opinion. La Russie est l'un des pays qui compte le plus de femmes inscrites dans l'enseignement supérieur. Elles travaillent, étudient, maîtrisent les langues et savent ce qu'elles veulent, même en amour. Et cinquièmement, elles aspirent à une relation sérieuse. Pas de « on verra où ça mène », ni de relations ambiguës pendant des mois. Les femmes russes plus traditionnelles entrent en jeu en pensant déjà au mariage, aux enfants, à la vie à deux. Mais ne pensez pas qu'elles sont faciles ou soumises. Elles sont sélectives, exigeantes et ne se donnent qu'à celui qui sort vraiment du lot. Au final, ce qu'elles recherchent, c'est un homme qui a de la présence, de l'attitude et des valeurs. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux hommes à travers le monde rêvent encore d'une femme russe. Troisièmement, Moscou contre Saint-Pétersbourg. Si Moscou et Saint-Pétersbourg étaient deux femmes, l'une serait cette cadre élégante qui vous fixerait dans l'ascenseur de l'immeuble de bureau. L'autre, l'artiste mystérieuse dessinant dans son carnet en buvant un thé vintage. Moscou, c'est le pouvoir. Capitale politique, économique, militaire, avec plus de 13 millions d'habitants. À Moscou, tout est intense, direct, rapide. C'est une ville de gratte-ciel, de larges avenues, d'une circulation folle, d'un métro profond et d'une vie chère. Là-bas, les femmes s'habillent comme si elles allaient à un entretien d'embauche tous les jours, même si c'est juste pour aller au supermarché. Ces talons, maquillage, manteaux coupés, parfums importés. Et ce n'est pas de la futilité, c'est une norme sociale. À Moscou, l'apparence est une forme de respect envers les autres et envers soi-même. Le salaire moyen là-bas se situe autour de 1 300 $, mais le coût de la vie est aussi très élevé. Les petits appartements coûtent le double de ce qu'ils coûtent dans d'autres villes russes. Et pourtant, la ville palpite, tourne, exige. Ceux qui vivent à Moscou ont appris à courir. Maintenant, passons à Saint-Pétersbourg. Là-bas, le temps semble s'écouler plus lentement. C'est la deuxième ville du pays, avec environ 5,5 millions d'habitants, mais son âme est celle de la vieille Europe. Canaux, architecture baroque, musées, ponts, littérature, Dostoïevski à un coin de rue, Tchaïkovski à l'autre. Alors que Moscou est bétonné et vertical, Pétersbourg est horizontal, poétique, humide. Il y pleut plus de 170 jours par an. Et malgré cela, les gens sortent de chez eux avec élégance, un parapluie à la main et un livre sous le bras. Le coût de la vie là-bas est plus abordable. Le loyer, les transports, même la nourriture, tout est moins cher que dans la capitale, mais l'ambiance est complètement différente. Les femmes de Saint-Pétersbourg sont plus réservées, plus subtiles. Elles ont ce charme silencieux de celles qui n'ont pas besoin d'en dire beaucoup pour se faire remarquer. Elles sont cultivées, instruites, beaucoup parlent 2 ou 3 langues et savent discuter d'art, de politique, d'histoire, de science. Tandis que Moscou est l'intensité même, Saint-Pétersbourg est la contemplation. Tandis que Moscou est précipitation, Pétersbourg est pause. Et vous savez le plus curieux? Les femmes russes elles-mêmes reconnaissent ces distinctions. Il y a même une plaisanterie interne. À Moscou, on travaille pour vivre. À Pétersbourg, on vit pour réfléchir. Mais s'il y a une chose qui lie les deux cités, c'est cela, l'impressionnante présence des femmes. Élégance, culture, exigence et estime de soi, sans avoir besoin de réclamer l'attention. Et c'est la raison pour laquelle tant d'hommes du monde entier en ressortent éblouis. Et vous?
Si vous deviez y vivre, quelle serait votre ville de prédilection? Moscou ou Saint-Pétersbourg? Faites-le-moi savoir. 4. La crise des relations. Nous devons faire face à la réalité. Quelque chose de très grave est en train de se produire. Il ne s'agit pas seulement de femmes qui veulent être prises en charge. Il ne s'agit pas seulement d'hommes qui ne veulent plus se marier. Il s'agit là de l'effondrement pur et simple de tout un modèle de relation. Ici au Brésil, ce qui était autrefois un partenariat est devenu une tâche. Et qui le ressent le plus? L'homme ordinaire, celui qui travaille, qui se bat, qui rêve d'avoir quelqu'un à ses côtés. Aujourd'hui, il doit tout payer, être attentionné, sensible, fort, ne pas se plaindre, comprendre le SPM, gérer les traumatismes, écouter les confidences et peut quand même être rejeté par un « tu n'as fait que ton devoir ». Pendant ce temps, une culture se développe où l'homme n'est utile que s'il est un pourvoyeur. Peu importe s'il est honnête, loyal, travailleur. S'il n'a ni voiture, ni appart, ni salaire élevé, il ne convient pas. Le résultat? Des hommes fatigués, désabusés, seuls. Des hommes qui arrêtent d'investir dans les relations et se mettent à chercher un minimum de paix. Ou alors, des hommes qui s'en vont, tout simplement. Ils cherchent ailleurs, dans un autre pays, une autre culture et mentalité. Vous pourriez trouver cela radical, dire que c'est une échappatoire, mais pour un grand nombre d'entre eux, il s'agit d'une véritable survie émotionnelle. Et c'est précisément là que réside le problème majeur. Alors qu'on exige de plus en plus des hommes, on leur donne de moins en moins. Et ça, ce n'est pas un partenariat. C'est de l'exploitation pure et simple. 5. L'homme parfait existe-t-il? Nous avons interrogé une jeune Russe. Tu as un petit ami? Non. Alors décris-nous l'homme idéal. Et c'est alors que son CV se met en marche. Grand, fort, chrétien, qui aime Dieu. Beau gosse, aux yeux marrons, avec des boucles et un sourire à faire fondre n'importe quel orgueil, mais il doit être gentil, il doit être intelligent, il doit être mature, il doit respecter ma foi, mes valeurs, ma sensibilité. Ah, et qu'il ait un bon salaire aussi, bien sûr. Certaines en rient, d'autres se montrent un peu plus pensives, mais au final, toutes donnent leur réponse et la liste est presque invariablement la même. Il faut qu'il soit grand, qu'il soit beau, qu'il ait de la prestance et surtout qu'il soit un homme au corps et à l'âme. Courage, responsabilité, respect, force, tendresse, soin, attention, gentillesse. Le mélange parfait entre le protecteur et le sensible, entre celui qui pourvoit et le tendre entre le leader et le partenaire. Il n'a pas besoin d'avoir les yeux clairs, je préfère les marrons. Il peut être blond ou bien brun, mais qu'il soit fort beau et qu'il m'admire. Qu'il m'écoute, qu'il me traite avec tendresse et qu'il ait de l'argent, parce qu'on ne vit pas d'amour, n'est-ce pas? C'est curieux. Elles parlent avec naturel de beauté, de force, de succès, de foi. Elles ne demandent pas peu, mais ne s'en excusent pas. Le plus intéressant, elles ne disent pas qu'elles rendront l'appareil avec de l'argent, ni avec du pouvoir, ni avec un statut. Elles rendent l'appareil avec présence, féminité, soutien, dévouement. C'est comme si elles disaient « Tu m'offres la sécurité, je t'offre la paix ». Et c'est peut-être cela que tant d'hommes brésiliens cherchent hors de leur pays, une femme qui n'a pas honte d'admirer un homme qui ne perçoit pas la masculinité comme une menace, mais plutôt comme un refuge sûr. 6. Charisme ou argent? Vous pensez que pour conquérir une femme russe, il faut être riche? Eh bien, laissez-moi vous dire ce qu'elles ont dit elles-mêmes. Le charisme, c'est ce qui importe. Ce n'est pas une, ni deux, mais bien de nombreuses femmes russes qui ont affirmé la même chose. Il peut avoir de l'argent, mais s'il est insipide, personne n'y prête attention. Le charisme prime. Elles ont plaisanté, l'argent, on peut en gagner, mais le charisme, soit on l'a, soit on ne l'achète pas, même avec des crypto-monnaies. Une autre a dit « Je peux être riche, je veux quelqu'un d'amusant, qui me fasse rire. » Une autre a été plus directe « Si le mec est riche mais a une tête de taxi, personne ne le remarque, mais un homme charismatique, ça attire l'attention. »
Quand on leur a demandé quelle nationalité d'étranger elles trouvaient la plus belle, les réponses étaient du genre italien, américain, espagnol, et l'une d'elles a même mentionné les Ukrainiens, car après tout, ce sont nos voisins. Mais voulez-vous connaître le plus étonnant? Toutes seraient d'accord pour se marier avec un étranger. L'une a dit « J'épouserai un Espagnol », une autre « Un Américain, bien sûr ». Il y en a même une qui a dit « Un Français, un Italien, n'importe qui, sauf un Russe ». Et elles ont ri. Et c'est là que ça devient le plus symbolique. Pourquoi? Parce que selon elles, l'homme russe, bien que beau, n'est pas aussi émotif ni aussi communicatif que les Latins ou les Méditerranéens. Et à la fin, elles ont résumé ainsi « Le charisme, c'est tout, parce que l'argent s'en va. Mais celui qui te fait rire, qui te conquiert par sa présence, qui brille en entrant dans une pièce, celui-là, on ne l'oublie pas. » 7. Une Russe parle de sortir avec un Brésilien. Voici Nastia, russe, danseuse, 22 ans, diplômée, mais elle a abandonné la comptabilité pour vivre de ce qu'elle aime, la danse. Au cours de ce parcours, elle est tombée amoureuse d'un Brésilien. Mais ce qu'elle a découvert, c'est un monde complètement différent de ce qu'elle connaissait. Pour commencer, les femmes russes, d'après elle, se montrent plus réservées au début. Oubliez le romantisme excessif dès le premier rendez-vous. Vous n'entendrez jamais « comme tu es beau ». Ton sourire est parfait. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Non, elle préfère parler de choses concrètes. Travail, culture, politique, histoire. Et si la conversation est fluide, super. La connexion se fait avec le temps. Avec les Brésiliens, c'est une autre histoire. Nastia raconte que son petit ami l'appelle « princesse » et « ma belle » absolument tous les jours. Chaque jour, elle est « princesse », magnifique, merveilleuse, déesse de mon Égypte, dès le premier contact. Et ce n'est pas tout, les éloges pleuvent. Pourquoi es-tu si belle? Comment peux-tu être si belle? Au début, elle a trouvé ça bizarre, parce qu'un Russe ne fait des compliments que de temps en temps, mais après, elle a trouvé ça mignon. Sauf qu'il y a aussi l'autre côté. Elle a dit que le Brésilien est très jaloux. Le maquillage se transforme déjà en interrogatoire. Pour qui te fais-tu belle? Un jour, elle dansait seule au milieu de la piste, sans personne, juste pour le plaisir, et son petit ami a débarqué. Tu ne peux pas danser comme ça, seulement avec moi. Pour elle, c'était de la folie. Parce qu'en Russie, tu peux être en groupe, parler à d'autres mecs, même si tu es en couple, et personne n'y voit de problème. Ce n'est pas du flirt, c'est de l'amitié. Mais ici, elle a dit, au Brésil, tu dois tout le temps rester collé à ton petit ami. Maintenant, accrochez-vous bien. Elle a dit que l'homme russe tarde à exprimer ses sentiments. Il est plus réservé, plus rationnel. C'est seulement après quelques rendez-vous qu'il dit « Tu me plais, ayons une relation sérieuse ». Mais le Brésilien, selon elle, te connaît à peine et veut déjà t'emmener au lit. Selon Nastia, dès le premier rendez-vous, il dit déjà « Je veux être avec toi, je veux t'aimer, je veux te dévorer ». Elle en rit, mais elle est aussi choquée. Dans sa vision des choses, le Brésilien est purement ardent, rempli d'énergie, de passion et d'une urgence débordante. Le Russe, lui, est plutôt froid au début, mais lorsqu'il tombe amoureux, il s'engage pleinement et profondément. Elle a aussi dit que presque tous les Russes vapent. Alors, pour draguer une Russe, préparez-vous au vapotage omniprésent. Elle conclut que toutes les femmes russes ne pensent pas comme elle. Mais c'est la vérité de Nastia, une femme qui a pleinement découvert la manière d'aimer à la brésilienne. Et la question demeure, est-ce pour ça qu'elles aiment tant les Brésiliens? Ah, rendez-moi un service. Envoyez cette vidéo à votre ami moche qui n'attrape même pas un rhume. Il deviendrait une star en Europe de l'Est, non? Maintenant, entre nous, est-ce que tout ça ne serait pas une campagne de Poutine pour recruter des soldats? Parce que, franchement, avec la façon dont les femmes russes traitent les Brésiliens, cela ressemble à une opération de séduction déguisée. La vérité, c'est que Poutine a peut-être découvert une nouvelle arme de guerre, le charme des femmes russes. Parce qu'avec cette offensive, beaucoup de Brésiliens se rendent sans même résister. Et qui sait, au final, le gars découvrira peut-être qu'il n'est pas moche.
il jouait juste sur le mauvais serveur. Et oh, si tu es arrivé jusqu'ici, commente ci-dessous, femme russe. Pour que je puisse identifier mes abonnés qui ne sont peut-être pas les plus beaux, mais qui sont incroyablement gentils et toujours fidèles au poste. On est ensemble, n'est-ce pas? Et profitez-en pour cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran, car celle-là aussi, elle est tout simplement excellente. Merci et à très bientôt.